Je mange bien, tout va bien, le podcast. Le premier des leviers fondamentaux, c'est un des leviers que toutes les médecines du monde, quelles qu'elles soient, quand elles étaient les médecines traditionnelles, connaissaient, c'était le respect d'un certain nombre d'éléments qui sont en lien avec le macrocosme dans lequel nous vivons, qui s'appelle la nature. On peut être extrêmement basique et trivial dans cette explication-là, mais a priori, la nuit c'est fait pour dormir, le jour c'est fait pour être actif. À partir du moment où déjà on respecte cette cyclique-là, il y a un certain nombre d'éléments, et notamment d'états de fatigue, qui n'auront aucune raison d'être, et qui partant de là ne fragiliseront pas l'individu, tant dans son corps que dans son esprit. Quand on est fatigué, on réfléchit moins bien, on est moins vigilant, on a de moins bons réflexes, on a plus facilement un accident. Quand on est fatigué, on digère moins bien, on évacue moins bien, on élimine moins bien les toxines. C'est un fait extrêmement simple de se dire, mais la nuit c'est peut-être fait pour dormir. On sait pertinemment aujourd'hui que les heures de sommeil qui sont aux environs de minuit valent approximativement 2 heures du même sommeil le jour. Parce que le rayonnement solaire, l'effet excitateur de ces rayonnements solaires, lorsqu'on est en jour, même si on a fait le noir dans sa maison, traverse, et notamment traverse les corps et excite un certain nombre d'éléments et un certain nombre de fonctions. Et par conséquent, le sommeil de minuit est beaucoup plus réparateur que le sommeil de midi. Donc déjà à travers ce simple fait-là. Et puis ensuite, il y a tout un tas de données qui sont des données fondamentales qui ont été organisées, notamment par la médecine traditionnelle chinoise, mais qu'on retrouve dans les diététiques occidentales un peu sophistiquées aujourd'hui, qui sont par exemple qu'il est préférable de se nourrir d'éléments qui sont présents dans le biotope dans lequel on vit, plutôt que d'en faire venir de différents endroits ou de différents coins du monde, alors que peut-être ils ne sont pas cohérents avec la saison dans laquelle nous sommes. Nous avons, nous, des habitudes en Occident, c'est qu'on veut tout avoir, tout le temps, chaque fois qu'on le veut. Sauf que si en hiver, on consomme des aliments qui refroidissent, nous fatiguons notre corps parce que nous lui demandons 2 fois plus d'efforts pour répondre à la fois au froid externe, qui est celui de la saison, mais aussi au froid interne, qui est celui que certains aliments peuvent amener. Comme lesquels, par exemple ? Comme par exemple les agrumes, comme par exemple les fruits. L'hiver n'est pas une saison de fruits. L'hiver est une saison de graines, c'est une saison de racines, c'est une saison d'éléments qui sont des éléments caloriques, qui sont des éléments qui apportent. À partir du moment où nous entrons dans une diététique, dans une alimentation, l'alimentation c'est de la vie que nous ingérons, c'est le premier médicament que nous prenons. À partir du moment où nous rentrons dans une alimentation dans laquelle, de facto, nous générons des déséquilibres ou des sursollicitations des capacités du corps, celui-ci est capable pendant un certain temps de répondre à ça. Parce que la nature est ainsi faite que nous avons des capacités à gérer, mais jusqu'à un certain point, et puis il arrive un moment où petit à petit, à la fois la fonction organique, à la fois les capacités de récupération de l'individu se fragilisent, se dégradent, et finissent à un moment donné par s'effondrer. Mais cette vision-là de la diététique, elle va aussi au-delà de ça, elle va à la fois dans le champ de ce qu'est la matière que nous consommons, quels sont les aliments que nous prenons, elle va dans le champ de ce qu'est le contexte ou l'environnement dans lequel nous consommons les choses, c'est-à-dire que la présentation des mets, la mise dans l'assiette, un certain nombre de choses comme ça, sont aussi des choses qui sont censées faciliter ou au contraire rendre la digestion moins agréable ou moins confortable. Et ensuite, la composante, additionnelle des 2 éléments, réalité de l'assiette et puis réalité du contexte, nous les additionnons en Occident. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, au moment du repas, dans une conscience et une présence à ce que l'on mange, nous mangeons en faisant autre chose. Donc nous mangeons en regardant la télévision, nous mangeons en ayant des écouteurs sur les oreilles, en écoutant de la musique, tout en lisant un journal, etc. Sauf que la conscience que nous mettons dans ce que nous mangeons est quelque chose qui est fondamental pour la bonne assimilation des nutriments que nous consommons. Et ça peut s'illustrer de façon très simple, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la donnée magique, on est dans une donnée de base qui est extrêmement simple et que vous pouvez tester par vous-même. Manger quelque chose, manger un repas entier, en regardant un film qui vous intéresse, en écoutant quelque chose qui vous intéresse, en lisant un dossier, etc. Et une fois que vous avez terminé le repas, interrogez-vous sur les saveurs que vous avez ingérées. Vous allez en avoir oublié, voire non perçu, plus des 2/3. Or, qu'est-ce que c'est qu'une saveur ? C'est une information. La saveur sucrée dans la bouche envoie un signal au cerveau qui dit attention, il y a du sucre qui arrive, qui envoie un ordre au pancréas, il faut sécréter de l'insuline, etc. C'est-à-dire que tout ce champ informationnel que nous rompons parce que nous sommes dans le morcellement de notre conscience
fait que les aliments que nous ingérons, les mêmes, sont des aliments qui ne vont avoir un apport que alourdissant, que fragilisant, mais en tout cas pas nutritif et nutritionnel au niveau où ils auraient dû l'être. Nous ne sommes plus au centre du cercle de notre vie, nous sommes à sa périphérie. Alors comment changer ça ? C'est une révolution culturelle, intellectuelle, spirituelle, politique, économique. C'est une révolution totale de monde. Et je pense que sur le plan sociétal et sur le plan macrocosmique, c'est infaisable et ingérable et ça ne nous appartient pas. Donc je pense que ce qui reste aujourd'hui comme opportunité, comme possibilité, c'est de se dire, je ne changerai pas le monde, je ne changerai pas la société, d'ailleurs si elle est comme ça, c'est parce que j'y ai participé. Mais ma responsabilité aujourd'hui, si j'en ai la capacité, en prenant conscience de la façon dont les choses se passent, c'est à minima, à mon petit niveau, de commencer moi-même à faire quelque chose pour être un peu plus au centre de ma vie. Être un peu plus au centre de ma vie, c'est commencer à pouvoir laisser réémerger des choses qui sont à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui sait, au plus profond, là où j'en suis, ce que je veux, ce que j'attends, quelles sont mes espérances, quelles sont les choses vers lesquelles j'ai envie d'aller, etc., etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la place pour que ces éléments puissent émerger. Et pour que ces éléments puissent émerger, il faut que je sois capable de réinstaurer du silence en moi. Or aujourd'hui, nous sommes dans des mondes dans lesquels nous ne faisons que du bruit. Nous sommes dans des sociétés bruyantes dans lesquelles il n'y a pas d'espace. C'est Deepak Chopra qui faisait une analogie qui était assez intéressante. Il disait, vous savez, l'espace qu'il y a entre deux neurones dans notre cerveau, toute proportion gardée de taille, est à peu près équivalent à celui qu'il y a entre deux planètes dans notre galaxie. C'est-à-dire que c'est un espace incommensurable. Et l'état de santé ou de maladie dépend de ce que nous mettons dans cet espace qui est du vide, mais qui n'est pas du néant. Or, là aussi, toutes les traditions du monde le savaient plus ou moins. Les temps de silence étaient des temps qui étaient majeurs. Ces temps de silence n'existent plus aujourd'hui. Nous ouvrons la porte, nous mettons la télé, nous montons dans la voiture, la radio se met en marche. Nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés, malheureusement, ça serait trop court pour pouvoir en faire la véritable analyse de la façon dont ça a progressé, mais dans lesquelles nous sommes dans un rapport de violence à nous-mêmes et à la vie. Et à un moment donné, ça finit par produire de la violence en nous. Et cette violence, elle peut soit s'extérioriser, ça on le voit tous les jours, comment elle se manifeste dans nos sociétés, vers l'extérieur, mais elle peut aussi se manifester vers l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des dysfonctionnements qui commencent à arriver. Nous sommes des barbares et nous vivons dans des temps barbares. Et donc c'est tout à fait normal et compréhensible que énormément de gens découvrent, alors quelles sont les raisons du non-savoir ou de l'innocence, ça reste à démontrer, mais découvrent d'un seul coup que les animaux dont nous nourrissons, pour ceux qui mangent de la viande, sont pour 99,9% d'entre eux maltraités. Bien sûr, évidemment, pourquoi croyons-nous que ça ne peut pas exister ? Qu'est-ce que nous imaginons que nous mangeons quand nous mangeons un poulet à 5 €? Qu'est-ce que nous imaginons que nous mangeons ? Mais le problème, c'est que nous nous sommes mis la tête dans le sable, parce que ce que nous voulions, c'était payer les choses moins chères. Or, dans la vie, tout a un prix. Et d'une civilisation et d'une culture dans laquelle nous sommes des omnivores, nous avons des dents pour manger tous les types d'alimentation. Après, c'est en fonction des besoins de chacun. On peut tout à fait être végétarien sans que ça pose aucun problème, très bien se porter, être en pleine forme, et manger de la viande et être malade. Mais on peut tout à fait manger de la viande et ne pas être malade, comme on peut tout à fait être végétarien et être malade. C'est-à-dire, c'est pas aussi basique et simple que ça. Surtout, tout système alimentaire qui est un système qui freine, qui ferme, qui interdit, etc., génère par l'interdit les équivalents de ce que les aliments qui sont rejetés produisaient. Donc il faut être prudent sur ce truc-là. J'ai un peu de rétention, même si c'est pas consensuel par rapport au système qui est vegan, parce qu'il me semble très dogmatique, il me semble très... on est presque dans du religieux, là, et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Je pense que tout individu doit se nourrir en conscience, c'est-à-dire savoir ce dont il se nourrit. Alors bien sûr, c'est pas simple d'essayer d'éviter d'aller acheter dans des grandes surfaces où on sait pertinemment que ce qui est vendu, ce sont des animaux qui sont élevés de façon industrielle. Et ça peut avoir un impact sur nous ? Bien sûr. Manger un animal qui a été maltraité ? Bien sûr. Parce que dans l'élément dont nous nous nourrissons, il y a de la mémoire. Et cette mémoire, ça peut être de la toxine,
comme ça peut être de la mémoire signifiante. On constate de façon très étonnante que sur un certain nombre, par exemple, de greffes d'organes, les personnes à qui on a greffé les organes se mettent à avoir des éléments de mémoire qui ne leur appartenaient pas apparemment. La médecine traditionnelle chinoise dit que chaque structure organique du corps est porteuse d'un pan du psychisme et de mémoire. Nous mangeons de la vie qui a été violentée. Mais cette vie violentée, ce ne sont pas que les animaux. Les végétaux, aujourd'hui, pour la plupart qui nous sont servis, sont hors sol. C'est-à-dire que ce sont aussi des formes de vie sur des rythmes et des dynamiques différents de ceux des animaux, mais qui eux aussi sont maltraités, sont poussés aux engrais, sont sulfatés, sont chargés de pesticides, bien sûr, mais sont aussi dans des environnements dans lesquels, pour certains, ils ne voient même jamais le rayon du soleil. Et que dans le mode, on va dire moderne, de l'alimentation, dans lequel on a rompu des chaînes qui étaient des chaînes essentielles. Avant, un agriculteur, c'était quelqu'un qui élevait des animaux, c'était un éleveur. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus un agriculteur, et en même temps, ce sont devenus des producteurs. Donc, on a des producteurs de lait, on a des producteurs de bois. C'est-à-dire que l'animal est devenu un produit. Un certain nombre d'éléments, qui sont des éléments pourtant théoriquement porteurs de vie, sont devenus de simples produits. À partir de ce moment-là, cette vie qu'on est censé ingérer, elle ne peut pas nous apporter ce qu'elle est censée nous apporter. Et si en plus elle a été violentée, elle est chargée d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui sont extrêmement déséquilibrants pour nous. On le savait dans les traditions, quand un gibier avait été pourchassé, avait été tué, on laissait la viande reposer plusieurs jours, 8, 10 jours, voire plus, de façon à ce que quelque chose qui était peut-être inscrit disparaisse de là. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans des éléments de conservation. On conserve la viande quelques jours pour le laisser s'attendrir, etc. Mais pour le reste, nous avons des composantes qui sont totalement chargées, à la fois de ces éléments de violence et de mémoire de violence. Élevage, abattage. Aujourd'hui, les bovins, ils sont accrochés vivants au tendon arrière, on les saigne, et pendant qu'ils sont en train de saigner et de s'agiter, on commence à les dépecer parce que ça fait gagner du temps. Comment peut-on espérer ne pas être malade en se nourrissant et en acceptant de pactiser avec cette façon de traiter la vie? Je comprends bien qu'une mère de famille qui se tape 2 heures de transport le soir pour rentrer, 2 heures de transport pour le matin pour aller au boulot, et etc., quand elle va faire ses courses le samedi, elle essaye de regrouper les choses. Mais il y a un moment donné, il faut réfléchir au prix que ça coûte. Il faut réfléchir. Je ne sais plus qui disait tout ce qui est gratuit est toujours trop cher. Il faut faire attention à tous ces éléments-là. Et c'est un peu la même chose dans le traitement de la maladie. C'est-à-dire que en tant que malade, je reste dans la situation et la posture de la victime, je ne m'approprie pas la part de moi-même qui peut redevenir acteur de la guérison. Il y a donc c'est effectivement une révolution culturelle d'aller contre l'apparent facile. Nous gagnons du temps partout aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour aller faire un peu plus la queue quelque part. La responsabilité de chacun, c'est pas de prendre une pancarte et de vouloir aller défiler. C'est déjà de mettre en place le changement dans sa propre vie. Parce que ce qui éduque les enfants, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur montre. Notre génération à nous, je crois qu'elle est, par rapport au changement immédiat, elle est perdue. Et la seule responsabilité qui lui reste aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'elle veut faire pour ses enfants. C'est-à-dire pour ce qu'est le futur. Ensuite, la deuxième des choses à travers ça, c'est qu'à travers ces comportements-là, c'est que petit à petit, bien entendu, il peut y avoir de la contamination par le négatif, mais il peut y avoir de la contamination par le positif. Il y a des systèmes qui marchent. Et si nous décidons d'acheter peut-être un peu moins en quantité et peut-être un peu plus en qualité, sans doute que le monde du commerce, dont le seul but c'est de trouver son intérêt, va aller vers ça. On le constate un petit peu avec la proportion du bio qui aujourd'hui arrive dans les assiettes. Même si le bio n'est pas parfait non plus, c'est en tout cas un moindre risque et un moindre mal. S'il fallait faire une chose pour être mieux, faire quelque chose de positif pour soi, ce serait quoi? Il y aurait tellement de choses à faire et à dire, et puis j'essaye toujours d'être un peu prudent parce que on peut très facilement être inducteur ou moraliste, et j'aurais envie d'être dans aucun de ces champs-là, si vous voulez. Je pense que la question qu'il faut se poser chaque soir avant de s'endormir, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Quel est le moment de ma journée où j'ai été au centre de ma vie, et pas au centre de ma vie sur le plan égotique, mais le moment dans lequel j'ai consacré du temps, j'ai consacré de l'espace, j'ai consacré de l'énergie à me poser des questions pour que j'aille mieux.
qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ça n'est pas toujours facile à faire parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité pour des produits amaigrissants où il y avait dans le frigo, il y avait le produit classique et puis le produit amaigrissant, il y avait un petit diable et un petit ange. Vous voyez, nous avons à l'intérieur de nous une espèce de petite voix salope qui nous dit très vite, mais non, mais attends, t'embête pas pour ça. Les anciens Chinois disaient l'homme de peu pense qu'un tout petit peu de bien ne va pas lui apporter grand-chose, et donc il ne le fera pas, et il pense qu'un tout petit peu de mal ne va pas lui nuire et il ne l'évite pas. Eh bien nous sommes dans cette espèce d'attitude-là, il faudrait inverser la proposition, c'est-à-dire comment chaque jour se donner, au contraire, le quitus de dire voilà, ben oui on rentre, on est fatigué, on aura envie d'aller avec les potes, etc., etc. C'est bien si ça arrive une fois. Mais si de façon régulière on rentre fatigué, on rentre épuisé, quelles que soient les raisons de ça, eh bien ça veut dire qu'on est dans une phase de vie ou dans un mode de vie dans lequel ce qui est à la base de cette fatigue nous coûte ce qui est ce temps du plaisir. Et que vouloir avoir les deux nous conduit obligatoirement toujours dans la même direction, qui s'appelle le mur. Donc c'est savoir ce que l'on veut, c'est choisir ça. Vous avez des gens qui le font, les gens qui ont eu des accidents graves, qui ont échappé à ça, ou qui ont été dans la NDE, ils changent radicalement de vie. Ils prennent conscience qu'il y a un truc qui est et je crois que nous sommes dans une espèce de comment on appelle ça, d'euphorie anesthésiée de conscience, qui font que nous courons toujours en avant après une échalote qui est peut-être pas la bonne. Donc se demander chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la vie soit bien en moi? Alors soit on peut s'endormir en se faisant une méditation et en se disant que demain ça serait une journée dans laquelle le soleil brillerait, si c'est pas dehors au moins à l'intérieur, et puis décider de démarrer et de rentrer dans le sommeil avec un sourire. Déjà rien que ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être en fonction du quotidien que l'on a quand on rentre chez soi, on a les enfants qui arrivent, on a le conjoint qui est là, on a etc. Et dire attendez, donnez-moi juste 5 minutes pour moi, on va dans la salle de bain et on se prend un bain, on se fait une petite douche, on s'occupe de soi, ne serait-ce que 5-10 minutes, avant de passer de prendre autre chose, alors que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, c'est vrai, on arrive, on s'assied à table, ben oui, on va se prendre un apéritif, on va commencer à manger des trucs salés, on va s'asseoir devant la télé, on va regarder les mails, etc. C'est-à-dire qu'on ne déconnecte pas, on ne débranche pas, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, il n'y a jamais le temps de repos. Donc ce sont ces temps de méditation, ça existait dans nos traditions, c'était les prières du matin ou du soir, mais ça peut être une méditation, ça peut être une simple réflexion, ça peut être le choix de ce qu'on va lire ou de ce qu'on va regarder. On sort d'un quotidien de violence, pourquoi regarder un film de violence? Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas regarder un film d'aventure de temps en temps, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pourquoi ne pas essayer de se remplir les yeux et de se nourrir l'âme avec quelque chose aussi qui ait un petit peu de sens? Donc des éléments peut-être de culture, pourquoi pas de l'art, pourquoi pas, avant de partir, aller faire 5 longueurs de piscine, avant de rentrer chez soi, ou en arrivant chez soi. Après, ça dépend de l'heure à laquelle on rentre, les horaires, c'est pas toujours simple et facile non plus. C'est à chacun, en fonction de sa vie, déjà de se poser, de réfléchir et de se dire, voilà, à l'intérieur là de ce planning qui est là, qui tourne depuis un certain temps et qui manifestement n'est pas satisfaisant, où est-ce que je peux dégager des espaces de liberté? Vous savez, moi, quand je fais mon planning, j'ai entre guillemets la chance d'être quelqu'un qui fait ce qu'il aime et qui en plus, pour qui en plus ça marche. Donc le risque que je cours, c'est que ça remplisse tout dans ma vie. Et bien quand je fais mes plannings annuels avec mon épouse, tous les deux, on prend le planning et à l'intérieur du planning, de la même manière qu'on positionne des formations, des voyages, des congrès, des conférences, un certain nombre de choses comme ça, on positionne aussi des zones où il y a marqué nous. Et qui sont des zones intouchables. On met en place des espaces, des moments horaires, et etc. C'est-à-dire, entre guillemets, on se donne des rendez-vous à soi-même, dans lesquels quelque chose qui vaut cher aujourd'hui et qui s'appelle du temps, on se le consacre justement à soi. C'est une révolution culturelle, c'est une rééducation de soi dans le rapport aux choses. C'est pas parce qu'on va faire un peu plus ou un peu plus vite qu'on va aller mieux.